Bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus pour cette dernière conférence. J'espère que vous êtes encore suffisamment réveillés pour m'écouter. Donc n'hésitez pas à intervenir pendant la conf, c'est la dernière de la journée. Il y a la keynote juste derrière. On n'a pas de temps à perdre, donc si vous avez des questions, envoyez-les, coupez-moi, n'hésitez surtout pas. Donc effectivement, on va parler de microservices et effectivement, on va parler d'une potentielle stack ultime qui en réalité n'existe pas. Je pense que, comme moi, vous le savez tous, on n'arrive jamais à la perfection malheureusement. Et ça serait dommage si on pouvait y arriver parce qu'on n'aurait plus de boulot. Malgré tout, voilà, dans certains cas, il y a éventuellement une stack qui peut être ultime pour le problème qu'on doit résoudre. Donc c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc je m'appelle Julien, Julien Bianchi pour être plus précis, j'habite à Lyon, je travaille là-bas. Mon avatar c'est un Nyankat qui bouge sur Twitter et qui pourrit vos timelines et j'en suis très fier. Donc rapidement, un microservice, qu'est-ce que c'est déjà? Je pense qu'on le sait globalement, mais petit rappel. Donc les microservices, c'est un type d'architecture qui va nous permettre de découper les processus, les applications en petits services indépendants et qui réalisent une seule tâche et qui essayent de la faire bien. Donc ça, c'est globalement une définition qui est assez claire sur le sujet. Ce qu'on nous dit moins souvent, c'est que quand on tend vers une architecture microservice, si on fait un graphe, ça peut vite ressembler à ça. Il se trouve que les microservices, on va avoir une architecture au sein du microservice qui est généralement assez simple, mais l'architecture globale de l'infrastructure et de tout le système qui se repose sur une architecture orientée microservice, à la fin ça ressemble à ça, donc c'est assez compliqué. Donc ce qu'on va vouloir rechercher quand on crée un microservice, c'est vraiment pousser la simplicité au maximum parce qu'on sait qu'à un moment, quand on va composer tous ces services, ça va devenir complexe. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc globalement, le petit retour d'expérience, c'est que donc au boulot à Lyon, on avait une problématique, il fallait qu'on gère l'authentification, la gestion des droits de nos utilisateurs de manière centralisée, et on voulait que ça soit un service qui gère ça. On a fait des choix à un moment, c'était pas les bons choix, pour tout un tas de raisons que je vais vous présenter après. Et donc à un moment, tout est tombé. En fait, tout est tombé, pour être totalement honnête avec vous, tout est tombé assez tôt. Mais on a appris à vivre avec ces erreurs, à les contourner, etc., etc. Mais voilà, à un moment, c'était plus acceptable. Donc notre constat à ce moment-là, c'est que la technologie, je la citerai pas parce que ça serait un trop gros troll et c'est pas l'heure de troller. Le constat, c'est que finalement, on s'est basé sur une technologie qui était très très peu interopérable et c'était vraiment un gros problème pour nous, surtout dans le cadre d'une architecture microservice. La documentation, elle était pauvre ou pas existante. Le système était vraiment trop complexe. La stack était extrêmement lourde. Pour vous donner un ordre d'idée, ça tombait à partir d'une quinzaine d'utilisateurs simultanés, ce qui est très très peu, même pour la plus petite des applications qui peut exister au monde. On avait un autre problème, c'est que on avait une gestion des sessions utilisateurs qui était stateful, donc sessions sur le serveur, et donc très compliqué à gérer quand on est sur une architecture distribuée. Les performances, je vous en parle pas, la stabilité, conséquence de la lourdeur, etc., ça tombait systématiquement. Et pour implémenter de nouvelles fonctionnalités, c'était très 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 compliqué. Donc à un moment, on a dû refondre tout ça et on a dû le faire très vite parce que l'authentification, c'est quelque chose de critique. Et donc on a vraiment profité de ce que nous promet le microservice en termes de simplicité, de facilité de déploiement, etc. etc. Avant de commencer donc cette refonte, on a essayé de mieux réfléchir que la première fois et donc on s'est mis quelques contraintes. Donc on voulait que ça soit un système qui soit extrêmement interopérable parce que aujourd'hui on connaît les clients de ce système, mais demain potentiellement pour avoir de nouveaux clients et on veut que ça marche très facilement. On veut que ce soit un système simple, léger, qui soit surtout stateless, plus de sessions sur le serveur. On veut de la performance et de la sécurité, bien entendu pour l'authentification. Donc de ça on a décliné quelques axes de travail.
Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur les standards déjà, parce que nos premiers choix étaient basés sur des technologies qui n'étaient basées sur aucun standard. Il n'y avait pas de papier derrière tout ça, donc c'était globalement des gens qui avaient décidé de faire un truc de leur côté, qui le documentaient pas, et donc on n'avait aucune source de confiance pour savoir comment ça marchait ou comment ça devait marcher. Ensuite, l'environnement donc, dans lequel on allait développer tout ça et déployer tout ça. Encore une fois, on veut quelque chose de simple, de léger et qui fonctionne. Ensuite, une fois qu'on avait sélectionné tout ça, on est allé chercher des librairies qui nous permettaient d'implémenter les standards qu'on avait sélectionnés et qui tournaient sur l'environnement cible. Et pour finir, on a blindé de tests dans tous les sens. Donc là, ce que je vais vous exposer globalement, c'est les pistes qu'on a explorées et les choix qu'on a fait à ces niveaux. Donc voilà, on va faire un petit tour de tout ça. Donc les standards d'abord, donc c'était vraiment pour répondre à la contrainte de l'interopérabilité. Il y a tout un tas de standards qui existent en réalité et il faut profiter de ça. Il y a des personnes qui ont bossé pour écrire ces standards, écrire les RFC qui vont avec, etc. Donc on a vraiment profité de ça. Mais avant ça, on a consulté la base de connaissances de la société. Donc déjà, pourquoi on s'est planté la première fois? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on n'avait pas anticipé, etc. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenir et il faut s'appuyer sur ces bases de connaissances, sur ces retours d'expérience. Dans une société, voilà, il y a de la connaissance, il faut en profiter. Il faut profiter aussi des événements comme aujourd'hui, écouter ce que les speakers viennent vous raconter. Ça peut vraiment vous aider pour faire vos choix. Donc la première chose, c'est qu'on a, voilà, on a analysé, on a fait une petite rétrospective sur nous-mêmes pour savoir où on s'était planté. Ensuite, le deuxième standard qu'on voulait absolument exploiter, c'était bien sûr le standard HTTP parce qu'on voulait faire une API REST et que HTTP REST, c'est quelque chose qui est assez maîtrisé par suffisamment de monde, qui permet de communiquer de manière très facile dans à peu près n'importe quel langage, avec n'importe quelle plateforme, etc. etc. Les standards HTTP, donc, qui sont connus, il y a des RFC pour ça, elles sont facilement trouvables sur Internet. Je vous invite à les lire parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Et je vous invite surtout à lire la RFC qui décrit REST, parce que REST, on a souvent tendance à l'implémenter de manière assez naïve. Globalement, on se dit, ok, moi quand je fais un get sur mon API, ça me renvoie une ressource. Quand je fais un post, ça crée quelque chose. Quand je fais un put, ça va mettre à jour. Sauf que REST, ça se limite pas à tout ça. Il y a tout un tas d'autres notions qui sont par exemple l'idempotence. Donc quand je vais faire deux fois un get sur la même ressource, il faut que ça me retourne la même chose. Si je fais deux fois un delete sur une ressource, qu'est-ce que ça doit faire? Il y a des notions de cache aussi à prendre en compte. Donc la RFC va vraiment décrire toutes ces choses-là. C'est vraiment des points d'attention. Il faut les prendre en compte suffisamment tôt pour être au courant au moment où vous allez implémenter ça et au moment où vous allez choisir vos librairies. Parce que si vous voulez profiter un maximum des standards, essayez de choisir les librairies qui implémentent les fonctionnalités utiles. Ensuite, on peut aller un niveau plus loin que REST. Donc avec, je vais pas prononcer l'acronyme, je vais vous dire le vrai nom, mais c'est Hypermedia as the Engine of the Application State. Donc c'est un niveau au-dessus de REST. Ça ajoute tout un tas de petites choses qui sont assez intéressantes. En particulier, les links, j'espère que vous voyez bien, j'ai un peu foiré le contraste. Donc ça va décrire un langage qui s'appelle le HAL, donc qui permet dans les réponses de vos API, de décrire des liens entre les différentes ressources de l'API. Donc par exemple, là, je fais un get sur la ressource département de mon API, donc ça me retourne effectivement un département, et en plus je vais avoir un lien qui va me dire, bah, en fait, si tu veux la liste des employés qui sont dans ce département, bah, utilise le lien que je te fournis avec la méthode get, et puis ça va te retourner les employés. Donc ça, c'est top. Ça permet deux choses. Déjà, les clients de vos API auront ces informations, donc ils pourront vous proposer des navigations dans vos API automatiquement. Et puis en termes de documentation aussi, quand un humain vient lancer des requêtes sur votre API, il se retrouve avec des informations supplémentaires qui peuvent l'aider. Donc ça, c'est super intéressant. On a de la chance, en PHP, on a une communauté super active, et il y a un gars qui est super sympa qui s'appelle William Durand, qui a développé une librairie qui vous permet d'implémenter ça
super facilement. Donc je vous invite à consulter la librairie et éventuellement à consulter les différentes conférences de William parce qu'elles sont top à ce sujet. Ensuite, donc, on fait des API, on fait du REST, tout ça, on est content. Donc souvent, on va travailler avec du JSON. Donc le JSON, c'est cool, mais il faut un moyen de pouvoir le valider, donc valider que nos clients nous envoient le JSON qu'on attend. Et pour ça, il y a une espèce de norme qui s'appelle JSON Schema, donc qui va vous permettre de déclarer le format des objets que vous attendez. Donc c'est plutôt pratique parce qu'on sait qu'il faut toujours valider ce que les clients nous envoient. Et donc avec JSON Schema, vous allez pouvoir faire ça. Il y a un double intérêt à JSON Schema, c'est que votre backend va pouvoir valider ce qu'il reçoit, mais vous allez pouvoir fournir ces schémas au client pour que lui, éventuellement, il puisse construire ses formulaires sur la base de ces schémas-là. Donc il y a vraiment une double utilité, autant du côté serveur que du côté client. Encore une fois, en PHP, on est trop fort et on a une lib qui va super bien pour faire ça. Je vous invite également à la regarder. Elle a de très bonnes stats et de très bonnes références. Par exemple, cette lib-là, précisément, est utilisée par Composer pour valider le format des fichiers composer.json. Ensuite, donc, dans une API, on va effectivement récupérer des ressources, on va en créer, puis on va en mettre à jour aussi. Donc le put, c'est bien en fait pour mettre à jour, on renvoie un objet complet, ça met à jour les propriétés qui ont changé, etc. Donc ça c'est cool. Il se trouve qu'il y a un format qui a été normé qui s'appelle JSON Patch, donc qui permet de mettre à jour des objets, mais sans avoir à renvoyer systématiquement tous les objets. En fait, on va envoyer des listes d'opérations à appliquer sur une ressource pour la mettre dans un état donné. Donc ça, c'est quelque chose qui est vachement bien. Je vous invite à consulter les différentes ressources qui existent à ce sujet. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de RFC ni sur JSON Schema ni sur JSON Patch, mais il y a des sites internet qui expliquent très bien le but et comment utiliser ces choses-là. Donc ça a été voilà, les premières choses qu'on voulait mettre en place parce que notre ancien système, malheureusement, il fonctionnait que à base de XML. Et le XML, c'est chiant à produire, c'est chiant à lire. Voilà. Donc JSON, ça nous allait bien. On n'avait pas besoin de supporter plusieurs types de réponses, donc on s'est vraiment limité à ça. Notre but, c'était de supprimer le XML dans un premier temps. Ensuite, donc, je vous ai dit, ce qu'on souhaitait faire, c'était un service d'authentification qui était stateless et qui nous permettait de faire tout un tas de choses assez cool, de connecter plein de clients différents, etc. etc. Donc pour ça, on a identifié deux choses qui nous intéressaient très fortement, qui sont donc la première OAuth2 pour gérer donc tous les flows d'authentification et JWT pour stocker donc le token et éventuellement des informations associées. Encore une fois, vous trouverez des RFC pour en savoir un peu plus sur ces deux sujets. Globalement, donc OAuth2, c'est un standard pour les autorisations. On va définir plusieurs flows qui permettent d'autoriser des applications web, des applications desktop, des clients mobiles éventuellement et tout un tas d'autres choses. Chez nous, par exemple, on a expérimenté ça sur un client Fuse, donc pour créer des systèmes de fichiers virtuels soumis à authentification. Et donc on passe par OAuth2 et ça marche très bien en fait. Et ça aurait été très 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 compliqué de faire ça avec le système qu'on avait avant. Donc globalement, OAuth2, voilà, il décrit ce genre de choses, donc plusieurs types de grants, donc implicit grant, password, autorisation code, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui nous allaient très bien. En plus, il y a un diagramme de décision pour choisir quel flow on doit utiliser dans quelles conditions, etc. Ça nous est fourni par un groupe de développeurs PHP qui s'appelle The League. Ils sont super cool, ils fournissent des trucs de qualité avec des bonnes docs, des bonnes références. Donc je vous invite à consulter leur site web, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, le JWT, donc c'est un standard qui nous permet de transmettre des informations de manière sécurisée, de vérifier ces informations parce qu'elles sont signées par des clés, etc., etc. Donc ça, c'était quelque chose qui nous intéressait dans le cadre de la sécurité et surtout de la suppression des sessions côté serveur. On voulait que la session soit déléguée au client et que le client ait juste à nous transmettre un token et que nous, en déchiffrant ce token, on connaisse les infos de notre client.
Donc ce qui est cool, c'est que JWT nous permet exactement de faire ça. Euh, donc il y a un petit format à respecter. Donc JWT globalement c'est une grosse chaîne qui vous est renvoyée en base 64 encodée, séparée par des points avec trois grosses parties, donc qui sont la première le header, la seconde le payload et la dernière qui est la signature. Donc la signature va nous permettre de vérifier que ce token vient bien d'une source connue, que cette source a bien signé le token qu'on vient de recevoir. Ensuite, dans le payload, c'est là où on va avoir les informations intéressantes qui correspondent globalement à la session de l'utilisateur. Donc par exemple, on va avoir son nom, son prénom, est-ce que c'est un utilisateur admin ou pas, est-ce que son token est expiré ou pas, est-ce qu'il est valable ou pas, est-ce que... Voilà, tout un tas de choses. On va pouvoir stocker des informations sur des droits éventuellement à l'intérieur. C'est complètement libre. Il y a certaines petites règles à respecter qui sont décrites justement dans la RFC. Par exemple, quand on crée des attributs maison dans le payload, il faut respecter un certain nommage pour que ce soit compris par tout le monde et éviter les conflits éventuellement. Donc ça, c'était vraiment des choses qu'on voulait utiliser. Et globalement, les standards qu'on avait sélectionnés se limitaient à peu près à ça. Et avec ça, on garantissait qu'on était interopérable avec les systèmes qu'on souhaitait mettre en place, en tout cas les systèmes connus aujourd'hui. Et vu qu'on se base sur des standards qui sont décrits par des RFC, on suppose que c'est pérenne dans le futur. Ensuite, on a travaillé sur l'environnement. Donc, je vous le disais tout à l'heure, la première technologie qu'on a choisie, c'était quelque chose de très 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 lourd. C'était compliqué à installer, c'était compliqué à faire tourner, enfin voilà, il y avait tout un tas de problèmes. Euh, donc on aime bien PHP, on a choisi PHP tout simplement parce qu'on sait que PHP c'est facile à installer, c'est suffisamment léger pour tourner à peu près n'importe où. Euh, et puis globalement, l'expertise de la société historiquement est dans PHP. Donc on a vraiment profité de ça et on a choisi cet environnement-là plutôt que ce qu'on avait avant. Je veux juste faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont sur 5.6 ici? Donc il faut migrer sur PHP 7, ça coûte pas cher, vraiment. Et ceux qui sont sur PHP 7, il faut aller sur 7.1. Et ceux qui sont sur 7.1, il faut commencer à tester 7.2. Vraiment. Ça coûte réellement très peu de le faire. D'autant que 5.6 est en correctif de sécurité uniquement en ce moment. Je vous encourage vivement à passer sur 7.0, ça coûte vraiment rien du tout. Par contre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Nous, on est en 5.6 encore. Voilà. Ensuite, deux ou trois petites choses qu'on gagne directement en utilisant PHP. On gagne FPM, donc ça c'est cool. Si vous êtes sur le mode Apache 2, de la même manière que 5.6 vers 7.0, essayez de passer en FPM, ça coûte pas très cher et c'est cool en termes de possibilités de configuration, de monitoring, de scaling, etc. C'est super bien. Ensuite, Opcache. Maintenant, c'est intégré dans les dernières versions de PHP, donc c'est top. Et puis, Xdebug en dev, parce que c'est bien d'avoir un debugger quand on est en dev. Donc ça, c'était des outils indispensables qu'on voulait et qu'on n'avait pas forcément avant. Et on était vraiment pénalisé par ça. Ensuite, on a dû choisir une petite base de données. Et historiquement, on utilise MySQL. Mais en fait, Postgre, c'est mieux. Alors, un jour, j'ai lu quelque part que Postgre n'est pas un moteur de base de données, mais un framework de base de données. Je suis incapable de vous dire qui est l'auteur de cette phrase, parce que je ne l'ai pas retrouvé. Mais c'est à peu près vrai, en fait. PostgreSQL a des possibilités qui sont vraiment impressionnantes. Quand on est habitué à MySQL et qu'on passe sur PostgreSQL, au début, on n'est pas content, parce que MySQL, c'est facile à administrer, c'est facile à installer. Postgres, c'est un peu plus compliqué. Mais ce qu'on y gagne derrière, c'est vraiment impressionnant. Il y a tout un tas de fonctionnalités, pour en citer que quelques-unes que nous, on utilise. On a par exemple le système de types, qui est juste magique. On a des types qui sont vraiment avancés dans Postgres. On a le système de Foreign Data Wrapper, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un système qui permet de dire à Postgre, en fait, tu vas te connecter à une source de données externe. Et puis moi, quand je veux récupérer les données de cette source, je vais parler avec toi en SQL. Et puis toi, tu vas te débrouiller pour me récupérer ces données. C'était assez intéressant dans notre cas, parce qu'on voulait faire de l'authentification. Et que l'authentification dans des grandes sociétés, etc., souvent ça veut dire LDAP.
en fait, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà écrit des requêtes LDAP, c'est assez chiant. Et en fait, il y a un foreign data wrapper Postgres pour LDAP. Ça fait qu'on peut interroger LDAP en SQL comme si c'était des bêtes tables en fait. Et juste là, ça devient magique en fait. L'autre fonctionnalité qui est intéressante dans Postgres, c'est ce qu'on appelle les vues matérialisées. Donc on connaît tous les vues dans MySQL. Bah, les vues matérialisées, c'est des vues plus. Globalement, la vue, c'est quelque chose qui est à peu près dynamique, qui n'est jamais vraiment persisté, etc., etc. Dans PostgreSQL, on peut faire des vues matérialisées, donc qui sont toujours dynamiques, mais qui sont persistées. Donc quand on va les interroger, c'est très 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 rapide, ça rentre dans les caches, etc., etc. Le seul prix à payer là-dessus, c'est que parfois il faut les rafraîchir. Mais c'est pas bien grave parce que globalement, ça coûte une requête SQL qui dit refresh materialized view et puis c'est plié quoi. Donc ça c'était super intéressant. Surtout donc le foreign data wrapper, la vue matérialisée, ça nous a permis de régler plein de problèmes. Donc LDAP par exemple et les vues matérialisées pour faire du caching directement dans la base en fait. On avait parfois besoin d'exécuter des requêtes SQL dans la base qui étaient assez complexes, qui prenaient un peu de temps malheureusement. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a matérialisé ces requêtes dans des vues. Et, euh, et puis maintenant, on fait juste un bet select sur une vue qui est à plat, donc ça va super vite. Et en fait, quand on veut invalider ce cache-là, ben, on fait juste un refresh, puis ça met notre cache à jour, et c'est terminé. Donc ça, c'est cool. Ensuite, bah, il fallait que ce service soit accessible, donc forcément, il faut le mettre derrière un serveur, etc. Blablabla, éventuellement derrière un load balancer. On a choisi Nginx parce que on en avait marre d'Apache, on était bloqué sur une vieille version, ça nous saoulait, ça supportait pas deux ou trois trucs qu'on voulait utiliser. Donc on est passé sur Nginx, ça fait du reverse proxy sur FPM sans souci, y a pas de, enfin voilà, il y a rien à craindre. En quelques lignes de configuration, c'est plié, ça marche. Et puis éventuellement, si vous voulez faire du load balancing, ne le faites pas avec Nginx, faites-le avec quelque chose qui sait réellement bien le faire. Et HAProxy est un super bon candidat. Je crois qu'ils ont refait leur site web il n'y a pas très longtemps, donc c'est un peu plus sexy. Mais avant, quand on arrivait sur HAProxy, ça donnait vraiment pas envie. Mais vous fiez pas juste à la gueule du site web, c'est vraiment un truc qui est ultra magique à configurer, c'est très simple. Euh, donc voilà, dans le cadre de microservices ou peu importe si vous voulez load balancer des services web, utiliser HAProxy, c'est magique. Et la force de HAProxy, c'est qu'il peut load balancer n'importe quoi, donc aussi bien du HTTP que du TCP. Donc globalement, on sait faire du load balancing sur notre PostgreSQL avec la même technologie que ce qu'on utilise pour faire le load balancing sur HTTP. Donc ça, c'est cool. Ensuite, pour le dev et éventuellement la prod, nous on utilise Docker et Vagrant. Donc Vagrant exclusivement en dev, Docker en dev et un petit peu en prod. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux outils ne sont pas exclusifs. Si vous êtes sur macOS comme moi, vous pouvez très bien monter un Docker dans une Vagrant et bosser intégralement dans votre VM. Aujourd'hui, il y a Docker pour Mac. Pour certains, ça marche bien. Pour d'autres, ça marche moins bien. Pour moi, ça marche pas du tout. Donc, j'utilise Docker dans une VM Vagrant et globalement, ça se passe plutôt très bien. Si vous bossez en prod avec Docker, je vous invite à consulter les 12 factors aussi. C'est des petits conseils qui vont bien pour déployer des petites applications dans des conteneurs. Donc n'hésitez pas à lire ces petites recommandations-là. C'est un peu comme les PSR. Voilà, il y a 12 points d'attention. C'est vraiment assez intéressant. Donc là, notre environnement était terminé. C'est vraiment quelque chose de très très simple, de très très standard comparé à ce qu'on avait avant. C'est juste du bonheur. Et on arrive maintenant à la partie qui est un peu plus proche de nous, développeurs PHP, qui sont les librairies. Donc là, globalement, nos choix, on les a orientés de manière à ce que les librairies qu'on choisisse respectent les standards qu'on avait sélectionnés et que ce soit des choses qui soient maintenues activement. Parce qu'on ne veut pas choisir un truc qui va mourir demain et se retrouver avec des problèmes comme ceux qu'on avait avant. Donc déjà, avant de choisir les librairies, enfin en tout cas en choisissant les librairies, on s'est encore concentré sur les standards. Donc on veut quelque chose qui respecte les PSR qui nous intéressent. Euh, donc globalement, on voulait faire du HTTP, donc PSR 7 était obligatoire, et puis on voulait construire ça bien, et PSR 11 venait d'être accepté, donc on en a profité pour l'utiliser. Ensuite, on a également profité de PSR 3, et les autres, pas trop.
Mais prenez bien en considération ces points quand vous choisissez une librairie. Est-ce qu'elle respecte les PSR? Parce que votre service aujourd'hui, il est petit, c'est un microservice. Demain, il sera peut-être un peu plus gros. Vous aurez besoin d'intégrer de nouvelles choses ou de le migrer d'un framework à un autre. Si ça respecte les PSR, ça sera certainement plus facile pour vous de faire ces migrations. Ensuite, on a voulu choisir un framework parce que quand même, on voulait pas tout refaire from scratch. Et on a orienté notre choix sur les micro-frameworks. Donc je vous ai mis une petite liste avec un petit piège à la fin. Euh, donc nous on a choisi Silex parce que globalement on aime bien Silex, on connaît plutôt bien Symfony. Silex est construit sur les composants de Symfony, c'est quelque chose qui nous parlait. Donc on a choisi ce framework là. Je sais que les avis sont plutôt partagés sur les micro-frameworks. Voilà, nous on a fait ce choix là. Il y a des inconvénients à Silex, il fait quand même pas mal de choix malheureusement à notre place et parfois ça peut être plus ou moins intéressant. Mais voilà, tout le monde fait son micro-framework, Symfony, Laravel, etc. Il y en a qui sont plus ou moins indépendants. Et si jamais vous ne voulez pas vraiment prendre un micro-framework, il y a le micro-kernel trait qui est vachement bien. Vous pouvez vous baser là-dessus. Ce qui est cool, c'est que si demain vous vous dites, bah, en fait, je vais migrer sur du Symfony full stack, ça va être plutôt assez simple si vous êtes basé sur le trait. Ensuite, on avait choisi notre micro-framework et puis entre-temps, on a vu des confs de Mathieu Napoli qui nous disaient les middleware c'est trop bien et je vous confirme, les middleware c'est trop bien. Donc moi j'ai fait beaucoup de JS en dehors du PHP et les middleware c'est trop bien en fait. Je le dirai jamais assez, mais ça permet de faire vraiment plein de trucs. Dans Silex, on a un pseudo support des middleware, c'est pas dit explicitement, mais on a des hooks before, after les contrôleurs qui nous permettent de mettre des choses qui ressemblent à des middleware. Et donc, bah, on a codé quelques middleware chez nous pour appliquer des contrôles avant ou après, après l'exécution des contrôleurs. Donc, par exemple, bah, vérifier que quand un gars fait une requête sur une de mes routes, qu'il me fournisse bien le token, que ce token soit correctement signé, que si c'est un post, il me poste bien un JSON qui respecte le schéma de la ressource. Donc, ce genre de choses, c'est des trucs qu'on peut assez facilement faire dans un middleware. Comme le dit très bien Mathieu Napoli, un middleware c'est tout simple, ça prend une requête, ça retourne une réponse, c'est juste une fonction en fait, voilà. Il n'y a rien de plus bête que ça. Ça sauve la vie parce que généralement on va y mettre des traitements répétitifs, donc appliquer ça sur tout un tas de contrôleurs c'est super simple, ça coûte juste un appel de fonction dans Silex. Et ce qui est bien avec les middleware, c'est que c'est ultra composable, donc vous pouvez faire des middleware, de middleware, de middleware, de tout un tas de choses. C'est ce qu'on a fait par exemple nous quand on veut dire que quand on tape un contrôleur, on veut respecter plusieurs conditions. Ben, on a un middleware qui s'appelle all-of, qui va prendre une liste de middleware, et donc tous ces middleware, s'ils disent tous que c'est OK, ben, en fait la requête va passer. S'il y en a un de ceux-là qui dit que quelque chose ne va pas, ça va lever une exception, générer une réponse en erreur, etc. etc. Donc les middleware, c'est cool. Ensuite, donc Silex vient avec un conteneur d'injection de dépendance qui s'appelle Pimple. Ça nous convenait pas trop parce que, comment dire, en fait, Silex et Pimple, le kernel de Silex et Pimple sont tellement mélangés qu'on fait plus trop la distinction entre qui est l'application et qui est le conteneur. Donc on a choisi vraiment de mettre le conteneur à côté. J'ai mis un petit warning parce que là c'est grosse promo, mais c'est un projet qui est vachement cool. PHPDI, encore une fois, c'est développé par un Mathieu Napoli. Alors je suis pas marié avec lui, hein, faut pas vous faire des idées, mais voilà, il fait des trucs qui sont vraiment cool. Donc PHPDI, sa description, ça dit que c'est un conteneur d'injection de dépendance pour les humains. En fait, c'est vrai, ça respecte la promesse vraiment. À configurer, c'est super simple. On configure ça en PHP, donc déjà il n'y a pas de il n'y a pas de format YAML ou JSON ou XML ou quoi que ce soit à apprendre. En fait, c'est juste quelques petites fonctions en PHP que vous appelez et qui font de la magie. Et encore, ça, c'est dans le pire des cas, parce que en fait, dans le meilleur des cas, PHPDI il est assez intelligent pour comprendre tout seul ce qu'il doit faire. Et globalement, vous lui dites, vous lui demandez un service, il va être capable de l'instancier tout seul, de lui injecter ses dépendances, etc., etc. Donc, il y a très très peu de configuration.
Et c'est vraiment magique, ça marche super bien. Il y a tout un tas de choses qui viennent avec PHPDI. Par exemple, il y a la possibilité de le mettre en cache. Enfin, voilà, tout ce qu'on attend d'un conteneur d'injection de dépendance complet, ça existe dans PHPDI. Le développement est ultra actif. Mathieu Napoli est super accessible. Donc ça, c'est cool. Je continue un peu la promo. C'est un peu hors sujet, mais pour ceux qui font du Symfony, si vous voulez le même style de configuration que ce qui existe dans PHPDI, Mathieu a lancé un petit projet qui est super sympa. Je vous invite à le regarder, éventuellement à le tester. Ça vous fera pas de mal et c'est vraiment quelque chose de très sympa. Ensuite, à un moment, bah, il faut faire plaisir à nos ops. Et plus on fait plaisir à nos ops tôt, et plus c'est cool. Et les ops, ils aiment bien avoir des logs de partout pour savoir ce qui se passe. Donc prenez ça en compte super tôt. D'autant qu'on a une PSR qui va bien pour nous dire comment loguer les choses. Donc basez-vous sur cette PSR, intégrez-la très tôt et prenez un outil qui est éprouvé. Donc nous on a choisi Monologue. Alors Monologue c'est super bien. Après il y a des gens qui l'aiment plus ou moins, peu importe. C'est juste que c'est un truc suffisamment standard, suffisamment déployé. Encore une fois, si demain vous migrez sur un truc plus gros genre Symfony, et ben en fait vous aurez déjà Monologue, donc il faudra juste basculer vos configs et ça marchera direct. Et l'autre chose aussi, c'est que vos ops, bah, aujourd'hui, ils vont vous dire, ok, moi tu me logs ça dans un fichier et puis je me débrouille. Et puis demain, ils vont vous dire, ouais, mais en fait, moi j'ai mis Logstash et tout, je veux que tu me pousses mes logs dans Logstash, etc., etc. Bah, en fait, Monologue, il le fait pour vous. Il y a genre un truc comme 40 handlers différents qui existent déjà en standard dans Monologue. Donc vous pouvez écrire vos logs à peu près n'importe où à moindre coût. Ensuite, à un moment, bah, on va devoir taper notre base de données. Et moi, je suis vraiment pas fan des ORM. En fait, j'aime bien le SQL. Euh, donc, j'ai pas pris d'ORM. En fait, j'ai juste utilisé le morceau de doctrine qui m'intéressait bien, qui s'appelle Database Abstraction Layer. C'est cool. En fait, il y a juste ce qu'il faut pour se connecter à une base de données, envoyer des requêtes. Et généralement, dans un petit service qui a une responsabilité assez limitée, on va rarement faire des requêtes de déglingo. Et puis, en plus, je suis avec Postgre. Et de toute façon, si j'utilise Doctrine, l'ORM, en fait, Doctrine, c'est travailler avec peut-être 50% de ce que Postgres sait faire. Donc, je préfère faire du SQL et, ça me va très bien. Donc, globalement, ça ressemble à ça, quoi, hein. En fait, j'écris une requête SQL simple. On utilise des fonctions qui sont assez cool sur DBAL. Par exemple, il y a la fonction project qui est assez cool. Vous lui passez une requête SQL, les paramètres qui vont avec, et un callback. Et en fait, chaque résultat va être passé dans le callback. Et donc ça vous retournera quelque chose qui correspond à ce que vous voulez. Globalement, c'est comme un array map directement dans la sélection, quoi. Donc là, le résultat de cet appel, ça sera un tableau d'entités correctement formaté, quoi. Encore un peu de promo. Si vous êtes comme moi et que vous utilisez Postgre, ouais. Non, en fait, c'est la fonction project ici là. Donc c'est natif c'est natif dans DBAL et c'est super magique. Quand je l'ai découvert, j'étais vraiment content parce que c'est juste cool quoi en fait. Ouais, voilà. Donc je continue dans la promo. Donc pourquoi s'emmerder à avoir un ORM quand on peut avoir un OM, donc un Object Model Manager, qui est vraiment fait pour Postgre, qui sait exploiter genre 90% des fonctionnalités de Postgres, qui s'appelle POM, qui est développé par Grégoire, qui est plus là aujourd'hui, mais qui est d'ici si je me trompe pas. C'est un projet qui est vraiment cool, vraiment très simple à mettre en place, très simple à utiliser. Et vous pouvez vraiment faire des trucs de malade avec Postgre et POM. Genre travailler avec les structures HStore de Postgres par exemple, c'est super chaud à faire avec Doctrine, c'est super facile avec POM. Travailler avec n'importe quel type de Postgre, c'est super facile là-dedans. Si vous avez déclaré vos propres types dans Postgre parce que c'est possible, bah, POM va comprendre ce que vous essayez de faire. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont cool. Nous on a choisi de ne pas l'utiliser parce qu'en fait c'est, ça nous fournit trop de choses. On veut pas tout ça, nous on veut juste faire des requêtes simples. Et la fonction project de Doctrine nous suffisait largement pour faire ce qu'on voulait. Mais voilà, potentiellement vous pouvez avoir besoin de plus et POM est un bon candidat.
Ensuite, PSR7. Donc on voulait absolument respecter PSR7 et malheureusement à l'époque où on a installé Silex, et d'ailleurs je crois que c'est toujours pas le cas aujourd'hui, il supportait pas PSR7. Donc à un moment il a fallu qu'on fasse un bridge et qu'on jongle un peu entre HTTP Fondation et PSR7. Donc les gars de chez Symfony nous ont sorti un bridge qui est cool. Et les gars de chez Zen nous ont sorti une petite lib qui est cool aussi. Donc les deux fonctionnent ensemble et vous permettent donc de passer d'une requête ou une réponse HTTP Fondation vers du PSR7 et inversement. C'est super facile, il y a deux fonctions à appeler et ça fait la conversion de l'une à l'autre. Ensuite, on arrive au moment où on veut vraiment implémenter le truc qu'on voulait implémenter à la base, qui est l'authentification et la gestion des droits. Et donc c'est là où on arrive à implémenter un serveur OAuth. Et encore une fois, je remercie la communauté PHP et The PHP League parce qu'ils ont sorti une lib qui permet d'implémenter un serveur OAuth 2 en genre 1 heure. Euh, Encore une fois, ils font une promesse dans la description. Ils disent que implémenter un serveur OAuth avec leur librairie, ça devient trivial et c'est vraiment vrai. Il y a quelques interfaces à implémenter, deux trois trucs à configurer et globalement ça marche tout seul et ça respecte à fond les spécifications. Donc c'est assez cool. Il y a tout un tas d'autres choses, je cite pas tout, mais globalement, voici un peu notre stack. Donc il y a à peu près tout ce que je vous ai présenté. Il y a une lib qui permet de générer des UID. C'est cool de générer vous-même vos ID. Et cette librairie est très bien parce qu'elle supporte toutes les versions des UID. Ensuite, on a utilisé un peu de Symfony YAML, etc. Enfin voilà, deux, trois trucs assez standards, mais globalement, avec ces librairies-là, on a réalisé tout ce qu'on voulait faire. Si vous voulez aller plus loin, y a les composants Symfony, bien sûr, on les connaît tous, mais c'est des trucs qui sont de super bonne qualité. N'hésitez pas à vous baser là-dessus. Éventuellement OA, Aura, enfin il y a tout un tas de groupes dans la communauté PHP qui proposent vraiment des librairies qui sont d'une qualité assez exceptionnelle. Donc je vous invite vraiment, vraiment à les utiliser. Et ensuite, le dernier point, donc c'est l'outillage qui vient autour de tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, on voulait vraiment garantir que la stabilité était au rendez-vous parce qu'on avait un gros problème avec ça. Et donc, on a mis l'accent sur les tests. Donc, on a commencé par BIAT et on a essayé d'utiliser vraiment BIAT comme il faut. Donc, c'est-à-dire écrire vraiment des specs plutôt que des tests fonctionnels très techniques. Malheureusement, on va décrire une API, donc ça reste quand même assez technique, mais on a essayé de le faire bien. Donc nos scénarios se limitent à ça généralement. Donc on décrit vraiment un contexte, genre tel scope existe, je vais me loguer en ayant ce scope. Si j'essaye de faire cette action, ça doit me renvoyer ça. On rentre pas plus dans le détail que ça, parce que voilà, notre spec c'est juste ça. Ensuite, on utilise Atom. J'en ai pas parlé parce que je pense que vous savez tous que je bosse dessus et je veux pas plus faire la promo de ça, mais voilà, pour nos tests unitaires, on utilise exclusivement Atom. Atom, c'est comme tout, on n'aime pas, peu importe. Je vous aimerai pas moins parce que vous aimez pas Atom. Si vous avez la possibilité de choisir votre framework de test autre que PHP Unit et que vous voulez pas Atom, PHP Spec est un super bon candidat aussi. C'est vraiment super agréable de bosser avec. Ensuite, on voulait garantir de la perf aussi, parce qu'on avait des vrais problèmes avec ça. Et il y a un outil en PHP qui s'appelle PHP Bench qui est assez cool pour faire des petits benchmarks justement en PHP. Donc c'est vraiment cool, ça permet de faire des sortes de tirs de charge sur des petits bouts d'algo dans du PHP pour garantir qu'on régresse pas sur de la perf. Là par exemple c'est un petit test que j'ai extrait de notre appli, donc ça va bencher la route qui fait la génération des tokens en fait. Donc ça on veut que ça soit vraiment très performant. Donc on va systématiquement en intégration continue lancer les benches dessus pour vérifier qu'on ne régresse pas sur la perf. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place super facilement et qui vous permet de garantir que vous ne régressez pas trop. Ensuite, on a voulu faire plaisir à nos ops parce que là, nous, en tant que développeurs, on s'est quand même fait plaisir. On a mis BIAT, du test unitaire et du test de perf, donc c'est cool. Mais nos ops, ils veulent que globalement, quand on déploie notre application, ça fasse les choses correctement sur le système sur lequel on déploie.
Sachant que nous, en plus, on déploie des RPM et que builder des RPM, c'est un job, quoi, c'est pas facile. On peut facilement faire des erreurs et tout défoncer. Donc on a utilisé un outil qui s'appelle BATS, qui permet d'écrire globalement des tests en shell script, mais qui vont vérifier que certaines actions ont été exécutées correctement sur le système. Donc globalement, là, je vais installer le RPM de mon service, et puis je vais lancer ces tests pour vérifier que, ben, ok, dans le dossier ETC, il a bien créé ce fichier-là et ce fichier-là, mais il n'a pas déployé mon fichier de config de dev, par exemple. Parce que bah, quand les admins chez nous voient un config dev.php déployé, globalement, ils viennent vers nous et puis ils nous jettent des trucs dans la tête. Donc on a écrit des tests pour garantir qu'on n'allait jamais déployer ce genre de trucs. C'est vraiment cool. Je vous invite à les utiliser. Je les ai aussi utilisés pour builder des images Docker en fait. Donc j'écris mon Docker file, je me dis ok, bon, ce que j'écris ça doit faire ça. Et en fait après je lance une suite de tests BATS dans le conteneur pour vérifier que ça a bien fait ce que je pensais que ça allait faire, qu'il y a tel dossier qui existe, etc. etc. Et pour finir, c'est pareil, nos ops, comme les développeurs, ils sont un peu flemmards des fois, donc ils n'ont pas envie de déployer une application quand ils sont pas sûrs que ça marche. Donc on a essayé de mettre du smoke testing un petit peu. Donc le smoke testing, c'est une pratique qui est assez cool, ça permet de vérifier que les fonctionnalités minimales et vitales de l'application sont en place. Donc par exemple, pour mon API, il faut juste vérifier qu'en fait quand je tape une route, ça me fait bien une 200 et pas directement une 500. Voilà, qu'on va tester vraiment 2 ou 3 petites choses fondamentales de l'application pour se dire ok, là le truc de base fonctionne, donc globalement je peux déployer ça, j'ai évité les erreurs les plus bêtes du monde. Ça c'est cool, faut écrire du shell, c'est assez simple, mais c'est cool. La conclusion, parce qu'en plus j'ai explosé le timing, donc je vais faire vite. Donc les standards, vraiment, basez-vous sur des standards, parce que microservice c'est censé être interopérable, faut que ça marche avec plein de choses, et pour que ça marche avec plein de choses, il faut se baser sur des standards. Essayez de faire un environnement qui est simple à mettre en place, simple à faire tourner, choisissez bien vos librairies, est-ce qu'elles implémentent les standards, est-ce qu'elles sont actives? Restez simple, la simplicité c'est la clé de tout. Si c'est simple, vous pourrez le déployer vite, le tester vite, le valider vite. Si c'est pourri, vous pourrez vite changer. On a choisi quelque chose de complexe, il nous a fallu 2 ans pour changer. Merci. Merci, bravo.